Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je te présente Aurélien. Salut Aurélien, comment vas-tu? Ça va, merci, bonjour. Aurélien, tu vas voir, il a un parcours incroyable. Il est entrepreneur, investisseur en immobilier résidentiel, en immobilier commercial et surtout en fait, Aurélien, si j'ai bien compris, toi tu n'as pas fait forcément de longues études. Non. Et pourtant, il a un super parcours, c'est un des meilleurs investisseurs que j'ai pu croiser. On va parler un peu de son parcours, on va parler de ses opérations. Pour démarrer Aurélien, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors je m'appelle Aurélien, donc je suis à la base issu de Picardie, je suis né en Picardie, pardon. Je suis arrivé à l'âge de 20 ans avec ma femme Vanessa, que je connais depuis l'âge de 14 ans, avec notre première fille, donc on a eu un enfant tôt, tous les deux issus du salariat. Moi j'ai un CAP BEP vente action marchande, ma femme avait le bac, on est arrivé ici, il a fallu qu'on se débrouille sur la Côte d'Azur pour trouver un logement, un emploi, donc on est tous les deux allés naturellement vers le salariat pour sécuriser et pour pouvoir trouver un logement en location rapidement. Et de fil en aiguille, on a toujours adoré l'entrepreneuriat, on s'est mis à vendre quelques babioles sur internet, sur les sites de vente en ligne type eBay et autres. Et à un moment donné, on a réussi à trouver un produit en fait qui était pas mal. Et de fil en aiguille, on a monté une société de vente en ligne en B2C et B2B, donc vente aux professionnels et aux particuliers. Et on a quitté notre job de salarié au fil du temps. Et maintenant, on travaille bien sûr pleinement dans notre société, qui est une petite société familiale, mais qui nous a surtout permis de bien sûr lever de la dette auprès des banques et d'investir depuis maintenant 3 ans et demi dans l'immobilier résidentiel et ensuite commercial. Merci beaucoup. Bravo pour ce parcours. Merci. En plus, c'est un parcours qui est entrepreneurial et familial. Exactement. Si je comprends bien, tu travailles avec C'est ta la base. compagne. Oui, on est à 50%, 50-50 sur l'intégralité, la société, le ménage à la maison et l'immobilier. C'est important, ouais, c'est un bon socle. Donc, tu représentes vraiment le couple moderne qui partage tout, l'égalité homme-femme. Oui, c'est ça, exactement. Et je pense que c'est important aussi d'être réglo. Bon, moi, j'ai eu la chance de connaître ma femme à l'âge de 14 ans, donc on s'est construit ensemble. On n'avait rien tous les deux, donc automatiquement, on est partis de zéro tous les deux. Mais c'est vrai que c'est un profil, je pense, qui plaît aux banques, parce que c'est une gestion bon père de famille, entre guillemets. C'est quelque chose où voilà, on n'est pas hyper haut, mais par contre on est régulier, on progresse constamment. Okay. Voilà, il n'y a pas de bas qu'on essaie d'éviter. Moi j'ai envie de te poser une question. Compte tenu de cette réussite effectivement progressive, qu'est-ce que selon toi a été ton meilleur atout au niveau mindset? Qu'est-ce qui a fait que ça a bien fonctionné, qu'aujourd'hui ça fonctionne encore? Comment tu as pu, qu'est-ce que tu pourrais mettre en avant? Alors, déjà, on est issu de familles, on va dire, assez modestes. Donc, on n'attend rien et on n'a rien attendu en fait de nos parents ou de nos grands-parents, pas d'héritage ou quoi que ce soit. Donc, il a fallu se débrouiller. À 20 ans, on est arrivé sur la Côte d'Azur. Il a fallu trouver un logement rapidement, trouver un travail. Pour notre première fille. Donc, mais tu aurais pu très bien rester, pardon, mais je te coupe, mais bien sûr. Tu aurais pu très bien rester dans le salariat. Qu'est-ce qui a fait de te dire, je vais monter une boîte à côté, je vais développer, finalement je veux faire un peu plus, quoi. Ouais, bien sûr. Faire mieux, plus. En fait, en regardant un petit peu mon entourage, comme mon père qui était facteur en fait, qui a travaillé toute sa vie, qui n'est pas propriétaire à l'heure actuelle, il a maintenant 75 ans. Okay. Et il n'est pas propriétaire et je crois que sa retraite tourne aux alentours de 1 500 €. Donc il a travaillé toute sa vie, je l'ai vu se lever à 5h30, 6h du matin, 6 jours sur 7. Je me suis dit, je voulais pas vivre. Voilà, je voulais pas ça pour moi, je voulais pas ça pour mes enfants et je voulais aussi pouvoir apporter quelque chose à mes enfants et aussi une qualité de vie aussi à ma famille, que ce soit ma femme ou mes enfants. Oui. Tu prêches un convaincu, c'est exactement le même sentiment que j'ai eu, c'est que finalement tu as réussi à te projeter en te disant ça va être quoi ma vie dans 10, 15, 20 ans. Exact. Et quelle image je veux laisser à mes enfants et surtout quelle vie je veux avoir par rapport à l'effort que tu vas permettre d'avoir à côté. L'entrepreneuriat et l'immobilier, on va en parler,
permet justement de contrebalancer un peu ces sujets, ces problématiques-là. Alors si on parle un peu d'immobilier, on a parlé de ton parcours entrepreneurial, super parcours, bien progressif avec ta femme. Exact. Tu peux nous parler un peu comment tu as découvert l'immobilier, comment tu es rentré dedans? Alors, ma première expérience, elle n'a pas été forcément très bonne. J'ai fait comme beaucoup, j'ai acheté ma résidence principale en 2008-2009. Petit appartement, 3 pièces, il y avait un prêt à taux zéro qui allait se finir, donc dans la précipitation, prêt à taux zéro qui contenait je crois 30 000 € pour un budget total de 190 000 €. Donc on s'est pressé, on a trouvé quelque chose à la va-vite, on a acheté et en fin de compte on n'a pas forcément fait le très bon choix d'acheter. 5 ans après, pour dire, on l'a revendu le même prix qu'on l'avait acheté. On a fait de l'amortissement sur le capital, certes, c'est pas mal, mais on a perdu les frais de notaire, plus les travaux qu'on a mis dedans. Mais ça nous a donné une première expérience immobilière. Et voilà, exactement. On a appris, on a beaucoup appris. C'était pas une mauvaise expérience, mais maintenant c'est sûr que des expériences comme ça, je les refais plus. Et donc, de fil en aiguille, après, on a réussi à trouver... Donc on a fondé en fait une société donc, de vente en ligne et cette société qui commençait à grossir, il me fallait on va dire des locaux et je voulais allier ça avec la maison parce qu'on travaillait de la maison avec le stock et tout ce qui allait avec. Et donc là je me suis dit on n'a pas le budget pour s'acheter une maison, on va essayer d'acheter un local commercial qu'on va convertir en habitation. Et donc là, j'ai trouvé l'opportunité, on va dire, de notre vie. On a trouvé un local commercial, typologie maison, mais local commercial avec un terrain de 3000 m², 200 m² de surface de plein pied. C'était où ça? Ça, c'est à Grasse, directement, dans notre ville. Et donc, super projet, mais il n'était pas en vente, il était à la location. Je savais que j'avais aucune chance de décrocher un produit comme ça à la vente, donc j'ai cherché à l'inverse. J'ai cherché des annonces de location et essayé de convaincre les propriétaires de nous vendre en fait directement. Sans concurrence, du coup, tu n'es pas en concurrence avec d'autres investisseurs. Exactement, c'est ça, exactement. J'ai toujours essayé de trouver un petit peu des chemins un peu détournés comme ça dans l'immobilier. Après, par la suite, parce que j'ai vu qu'avec cette expérience, ça avait fonctionné. Et donc, j'achète ce fameux terrain avec ce local commercial, on convertit en habitation, on vit dedans, c'est génial. On se dit, bon, on a fait une sacrée plus-value, donc la valeur a doublé avec le changement de destination qu'on a effectué. Et je me suis dit, il faut qu'on continue quand même. Et notre société fonctionnait bien. On a quitté notre job de salarié, on s'est mis à plein temps dedans. Et à un moment donné, je me suis dit, si tout s'arrête, qu'est-ce qui se passe exactement? Moi, je vais revendre de la peinture comme je faisais avant avec 1 500 € de salaire. Ma femme qui travaillait en tant que préparatrice en pharmacie à 1 600 €, elle va retourner là-bas. Maintenant qu'on s'est habitué à un style de vie entrepreneur, ça va être très compliqué de perdre vraiment en qualité de vie et en revenus, bien sûr. Et donc, au mois de juillet 2019, je regarde sur Internet comment prendre sa retraite précocement, comment devenir riche, toutes les phrases qu'on peut écrire sur Internet, sur Google. Et là, je tombe sur un ami à toi, Christopher Van Gen, des vidéos qui parlent d'immobilier, d'investissement immobilier. Et moi, j'étais à milieu de tout ça. Hein. L'investissement locatif, pour moi, c'était quelque chose qui n'était pas dans ma famille, qui n'était pas dans mon cercle d'amis. Donc, inconnu total. Et je le vois vulgariser les termes et assez attrayant. Il dit qu'il est de Nice. Moi, je suis de Grasse. Il a une trentaine d'années, un peu moins de 30 ans. Donc, je ne suis pas beaucoup plus vieux que lui. Et là, je me dis, putain, il y a quelque chose à faire. Et... de suite, au bout d'une semaine de gavage de vidéos à la maison en gardant ma fille qui n'avait pas à la crèche, résultat, je décide d'aller visiter des appartements et je vois un lot de 3 studios à Mougins, donc à côté de Grasse. Je vais les visiter, je fais une offre, je ne savais même pas comment le dérouler, ouais, vraiment, j'étais vraiment novice total. Hein. Je signe une offre, ils contresignent, je la porte à ma banque. Et je leur demande de me financer, mais pratiquement à l'aveugle. Hein. Et ils me financent, 100%. Ils me disent, vous mettez les frais de notaire, donc j'avais un peu d'argent de côté, résultat, ils me financent 3 petits studios, des studettes, on va dire.
Je trouve ça vachement bien et tout. Avec un bon rendement locatif, si c'est des petites surfaces. Ouais, exactement, c'est ça. Un bon rendement locatif, je crois qu'on était aux alentours de 12%. Et donc, par contre, un turnover assez fréquent, puisque c'est des toutes petites surfaces. Et donc, résultat, 1er septembre, je signe l'acte authentique et j'avais déjà trouvé en amont les locataires. J'avais passé une annonce sur Le Bon Coin. Ouais, t'avais anticipé. 1er septembre, je sors du notaire, j'ai les clés, je les donne directement, je fais l'état des lieux avec les 3 locataires qui étaient déjà là en train de m'attendre pour les appartements. Et je me dis, mais c'est tellement facile en fait de faire des choses comme ça. Il faut que je continue en fait dans cette vision. Et donc là est-ce que, en fait, tu as anticipé un petit peu comme quand tu étais salarié? Totalement. Et que en parallèle, en fait, tu as développé ton activité d'entrepreneur. Exact. Et c'est vrai que une des forces d'un investisseur à réussite ou d'un entrepreneur, c'est de la capacité à se projeter, exactement, à anticiper. Et du coup, justement, tu as fait cette opération-là, tu as anticipé, donc en fait, tu as annulé le risque, que tu avais déjà trouvé un locataire. Exactement, c'est ça. Et donc, on retrouve bien ce trait en fait, de personnalité qu'un investisseur a besoin ou qu'un entrepreneur a besoin. Exactement, exactement. Et de fil en aiguille, j'ai toqué à la porte de tous les propriétaires de studios en fait, dans la résidence. Et j'en ai trouvé 4 autres qui voulaient bien me vendre en fait. Qui n'étaient pas vendeurs. Agent immobilier du coup. Exactement. Qui n'étaient pas vendeurs alors que précédemment, les 3 studios, il y avait un agent immobilier avec sa commission, avec une estimation déjà préétablie. Tandis que là, j'ai rencontré des propriétaires qui avaient acheté les studios il y a 15 ans, qui les avaient payés, je dis une bêtise, mais 30 000 €. Et résultat, moi, j'ai réussi à les avoir à 45 000 alors que le marché était à 60 000 par exemple. Donc, j'ai réussi à faire des bonnes affaires. Donc, j'en ai acheté au total 7, y compris les 3 premiers. Et là, je me suis dit, c'est beaucoup de temps perdu en fait entre les compromis à signer, les offres, négocier, tout ça. Il faut que je passe à l'immeuble de rapport. Alors, parce que j'avais bien sûr entendu sur des vidéos internet, l'immeuble de rapport, facile la gestion, tout ça, blablabla. Ok, d'accord. Donc là, le Covid arrive. Je vais visiter un immeuble de rapport de 9 appartements à Grasse, boulevard Victor Hugo. Et 630 000 €, je vais le visiter, mais pour moi, c'était vraiment quelque chose de tellement gros en fait, mais pas pour toi quoi, pas accessible pour toi. Pas accessible du tout, hein, non, j'étais vraiment, mais bon, je me suis dit, je vais le visiter quand même, on ne sait jamais. Je visite et je fais une offre à 500 000 €. Et je me dis, bon, ça passera jamais, c'est un coup de bluff quoi. Je fais un, tir à blanc. Et donc résultat, contre-offre de 550 de la part du propriétaire. Pas mal. Ouais. Et on tombe d'accord sur 530 000 € avec donc 2600 € de crédit et 4 300 € de revenus locatifs. Sur le papier, super opération, financement à 100%, c'était encore les taux à 1,2 ou quelque chose comme ça, donc génial. Donc je continue. Après, résultat, je peux vous la faire court, résultat en 2 ans et demi, j'ai acheté, je ne parle pas des immeubles, mais des lots, j'ai acheté 25 appartements. Ouais, quand tu fais quelque chose, tu le fais à fond. Exactement, ouais, c'est ça. Je me suis dit, tant qu'elle prête, la banque, il faut y aller à fond, il faut jouer le jeu et c'était des projets rentables sur le papier. 25 lots, c'est un beau travail. Ouais, surtout sur la Côte d'Azur et à moins de 15 minutes de chez moi parce que je fais la gestion moi-même. J'aime bien connaître chaque locataire. C'est ta force aujourd'hui. Pour te connaître, je sais que tu es très proche de tes locataires. Exactement, c'est ça. Résidentiel et commercial. Exact. Et avec ces 25 lots, alors du coup, comment tu m'as connu, comment tu as connu l'immobilier commercial? Et est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment tu es arrivé là-dedans? Alors, les normes HCSF sont arrivées. Donc au Conseil de stabilité financière, avec les taux d'endettement. Donc même s'il y avait l'achat sous SCI, la banque commençait à me dire, mais attends, parce que j'ai fait tous mes prêts dans la même banque, ça c'est important. Pour certains c'est impossible, pour d'autres j'ai une gestion bon père de famille et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important je pense pour une banque. C'est la relation bancaire qu'on peut avoir avec son conseiller. C'est pas parce qu'on me demande souvent, mais t'es à quelle banque? Parce que moi j'aimerais bien avoir la même. C'est pas le nom de la banque, c'est le conseiller. C'est le banquier qui compte, c'est pas la banque. Toutes les banques savent faire à peu près la même chose. Exactement. Sauf que le banquier qui connaît le système interne et qui a confiance en toi parce qu'il connaît ta capacité à mener à bien un projet, en fait, il va te faire confiance. Il va mouiller le maillot pour toi. Exactement. Il mouille le maillot pour toi et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez agréable. Par contre, il ne faut pas le décevoir.
C'est-à-dire il faut jouer le jeu aussi. Les assurances, pas faire de délégation d'assurance, si on peut mettre l'assurance de la voiture, l'assurance de la moto, l'assurance habitation de la résidence principale, on joue le jeu. Bien sûr. Et résultat, c'est un échange de bons procédés. Ça tombe très bien ce que tu dis parce que c'est extrêmement vrai. Même si tu payes un peu plus cher l'assurance habitation dans la banque qui t'a prêté ou l'assurance automobile, en fait, il vaut mieux que tu donnes de la valeur chez eux, du chiffre d'affaires, même si tu as une différence de 5 à 10% par rapport à ce que tu pourrais trouver par exemple sur Internet ou autre. Eux, ils vont avoir une vision globale de la rentabilité d'un client, y compris les contrats d'assurance et autres. Donc, tu as tout à fait raison de faire ça. Exactement. Donc, ma banque me dit quand même, attention Aurélien, là tu commences à avoir un encours assez important chez nous. Ils regardent pas mal le taux d'endettement et tout ce qui va avec, parce que bon, je ne me verse pas des gros salaires non plus, même si c'est rentable sur le papier, le résidentiel, et puis il y a aussi la gestion derrière qui n'est pas facile. Surtout si tu l'as fait toi en plus. Oui, et puis principalement des petites surfaces, donc automatiquement plus de turnover, et puis les impôts fonciers et tout ce qui va avec bien sûr. Et là, donc je tombe sur toi, une vidéo qui parle de l'immobilier commercial en association avec Christopher. Et je trouve ça vachement intéressant, beaucoup plus technique. Et le côté technique m'a plu en fait directement. Et le côté passif aussi bien sûr. Et là je me suis dit pourquoi pas. Si ça peut me permettre d'augmenter mon patrimoine, de continuer à investir et d'avoir encore moins de travail mais plus de rentabilité, pourquoi pas. Et donc j'ai fait donc ma première opération. Alors ma première opération, d'abord bien sûr j'ai acheté ta formation, ça c'est sûr. Après quelques vidéos, j'ai acheté ta formation, je me suis vraiment mis à fond dessus. Donc je ne l'ai pas acheté, j'ai regardé 3 heures et je l'ai mis de côté parce que bien sûr ça je pense que c'est inutile. Le fait de payer une formation, c'est important parce que ça te permet, quand tu mets de l'argent dans quelque chose, ça te permet de t'y consacrer à fond. Tu es engagé. Voilà, tu es engagé, de t'investir vraiment. Tu ne l'as pas acheté pour rien parce que autant ta formation, demain, tu la mets en ligne gratuitement, il n'y aura pas le même impact. Mais exactement, exactement. Et puis bon, c'est aussi beaucoup de travail et beaucoup d'astuces et de renseignements. C'est tout un savoir que tu transmets, donc c'est légitime. Et donc, résultat, je me mets à fond sur ta formation, donc j'apprends énormément de choses, hyper techniques, qu'on ne peut pas connaître. C'est le monde résidentiel et le monde des locaux commerciaux, c'est totalement différent. C'est pas les mêmes réflexes. Comme tu le dis si bien, en fait, généralement, c'est réservé à des gens qui sont avertis, un public averti, l'investissement commercial, et c'est totalement vrai. Autant on peut se lancer dans acheter un studio, mettre un locataire, faire de la LCD, pourquoi pas, ou de la longue durée. Autant acheter un local commercial sans avoir les bases. Je pense que c'est pas suicidaire, mais c'est dangereux. Ça peut être très dangereux. On peut avoir des choses qui, d'apparence, peuvent être sexy. Ouais. Par exemple, un bon rendement. Je donne un exemple bien typique. Sûr. Mais si le loyer était 2 fois au-dessus de la valeur de marché, si tu as un locataire qui part et que ton rendement, en fait, il va diviser par 2, ça va être très compliqué de relouer. Donc, effectivement, tu as raison. Il y a des gros pièges à éviter. Et ce n'est pas forcément les mêmes réflexes que dans l'immobilier résidentiel. Et en fait, quand tu regardes la presse, les médias, enfin, tout ce que tu peux trouver sur Internet, tu trouves très peu de contenu qualitatif sur l'immobilier commercial accessible au grand public. Non, je pense que c'est vraiment, vraiment important en fait d'être blindé au niveau des renseignements pour se lancer dedans. Donc j'achète ta formation, je la digère on va dire pendant un petit mois et après je me dis allez go on y va. Et là j'achète des murs de pharmacie occupés. Donc bien sûr, par un fonds de commerce, donc le propriétaire ne voulait pas acheter, donc moi je les achète et je tombe à 16% de rentabilité, donc super affaire. Donc c'était où, à Grasse. À Grasse directement. Donc on voit bien qu'Aurélien, il est imbattable à Grasse. à Grasse, ouais, c'est vraiment. En fait, j'aime bien me spécialiser vraiment dans un secteur. C'est pour ça que quand j'ai des investisseurs qui sont à l'aise avec à l'autre bout de la France, aussi bien à Paris que comme toi. Pour moi, je préfère me spécialiser dans un domaine, un secteur vraiment et hyper efficace. Performer. Voilà, exactement. Connaître sur le secteur sur le bout des doigts. Et donc, j'achète ces murs, très bien. Donc 16% de rendement. 16% de rendement net. Voilà, juste pour la vidéo, on va le dire quand même. Bien sûr. 16% de rendement, pas tout le monde fait ça. Déjà, si vous faites du 8 ou 9%, c'est bien en ce moment. Exact. Mais Aurélien a des rendements exceptionnels. Sur certaines choses, oui, exceptionnelles. Et c'est vrai qu'après, ça m'a demandé aussi beaucoup de travail de recherche, tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Comment tu as réussi à faire 16% ? C'est quoi ta force, si tu dirais ? Alors, ma force, essayer d'être là, si possible, avant la commercialisation en fait, du produit.
Donc j'ai plusieurs techniques. On va dire la première, c'est essayer en fait de trouver un propriétaire qui souhaite vendre, mais qui ne se projette pas pour l'instant sur la vente. Donc être là en amont, comme un agent immobilier prospecterait en fait un propriétaire. Exactement, c'est ça. Et négocier directement le steak avec le propriétaire en direct sans qu'il y ait bien sûr une évaluation au prix du marché en fait, donc ce qui va augmenter ma rentabilité. Parce que bien sûr, un propriétaire qui a acheté un bien il y a 5 ans ne le vendra pas au même prix qu'un bien acheté il y a 30 ans. Ou hérité il y a très longtemps à un prix dérisoire. Bien sûr. Du coup, finalement, le prix que tu vas lui proposer, il lui paraîtra énorme par rapport au prix qu'il avait en tête. Exactement. Et ça lui ira très bien. Et peut-être que même pour lui, c'est aussi une bonne chose parce que du coup, il a trouvé quelqu'un qui est fiable, qui tient ses engagements, qui va vite. Totalement. Plutôt que, entre guillemets, un agent immobilier qui peut très bien lui promettre, pour justifier sa commission, bien sûr, un prix hyper élevé, qui va mettre du temps finalement à délivrer parce que du coup, il va trouver plusieurs investisseurs. Exact. Certains investisseurs qui vont du coup écrire avec des conditions de financement et qui ne seront pas solvables ou peu solvables. Exact. Toi, si tu arrives avec, je ne sais pas si tu écris des conditions ou pas, mais si tu arrives par exemple avec sans condition de prêt, à un prix certes attractif pour toi, mais aussi ça peut être quelque chose qui peut être attractif par rapport à un vendeur. Et souvent, les investisseurs sous-estiment la valeur temps que peut avoir un vendeur, notamment un vendeur succession et autres. En fait, c'est les gens qui veulent vendre assez vite. Totalement. Ils sont assez loin de la balle. Par exemple, peut-être qu'ils vivent en Picardie ou à Paris. Et ils ont un immeuble dont ils ont arrêté ou un local commercial qu'ils ont invité à Grasse. Où tu as beaucoup de fonds d'investissement dans l'immobilier commercial type SCPI aussi, qui ont prévu de vendre, je sais pas moi, pour 50 millions d'immobilier, des fois avec des petites lignes, des petits commerces à 500 000, 700 000, voire moins. Et ils veulent vendre dans l'année, donc en fait la valeur temps, elle est aussi importante que la valeur prix. Exactement, exactement, ça c'est très important. Donc c'est plutôt l'axe que j'utilise. Ok. Donc, premier investissement dans la pharmacie. Mur de pharmacie. Et ensuite pas encore signé en fait l'acte authentique. Que là, je vois à côté de mes bureaux, mes petits bureaux de société pour mon entreprise, je vois un gros building, ce qui me paraît gros, pour moi c'est gros, un gros building commercial très bien placé que tu connais, que j'ai déjà vu plusieurs fois bien sûr, je passe souvent devant, et là c'est 1 600 000 €. Alors là, le prix pour moi il est astronomique, hein. Je t'avoue que j'ai été le visiter parce qu'il était à côté. Donc je vois l'annonce à 8 h, la réactivité c'est hyper important, je vois l'annonce sur Le Bon Coin à 8 h, fait par le propriétaire en direct, à 8h10 avec mes alertes. T'étais en train de visiter. À 8h10 je l'appelle, à 8h10 je l'appelle et je lui demande quand est-ce qu'il est possible de visiter. Il me dit j'ai déjà 3 appels de gens de Paris, du nord de la France, tout ça, mais vous êtes où? Je lui dis je suis à côté, j'ai mon bureau à 500 mètres. Il me dit bon ok, je suis là-bas dans 1 heure. J'y vais 1 heure après, donc j'avais des rendez-vous, bien sûr, je les annule. J'y vais. Bon feeling avec le propriétaire, ça c'est hyper important d'avoir un super feeling avec les gens parce qu'ils vous feront bien sûr plus confiance que si vous arrivez tête de con, le mec il est assuré de tout, il a plus que les autres, il faut vraiment être humble, parler clairement avec la personne. Pour pas être non plus trop cireur de pompe, mais quand même essayer d'être sous son meilleur jour, on va dire. Ça, il ne faut pas s'arrêter sur les points de détail où effectivement, totalement. Il ne faut pas mettre, surtout quand on négocie directement avec un propriétaire, en fait, il faut plutôt magnifier le bien. Exactement. Plutôt que quand on a un agent immobilier, on peut mettre en avant les défauts. Exactement. Pour que l'agent immobilier, en fait, défende l'offre que tu vas faire. Mais effectivement, face à un propriétaire, tu as tout à fait raison. Il faut être sympa avec le mec, il faut dire… Ce mec-là, il a déjà acheté de l'immobilier, il sait comment faire. Exactement. Après, tu vas nous parler du prix, mais il faut le mettre en confiance. Exactement. Exactement. Il faut le mettre en confiance. Il faut essayer de trouver des points communs avec lui. Que ce soit sur le sport, on a tous des points communs ensemble. Bien sûr. Il y a toujours moyen de trouver le sport, la famille, l'entrepreneuriat, le réseau. Ah, mais tu connais un tel, ça tombe bien. Donc, résultat, j'arrive à trouver des points communs, en l'occurrence sur la famille, sur le sport et sur l'entrepreneuriat. Donc, génial. Lui, c'était un investisseur qui avait construit le bâtiment, qui avait mis sa société dedans, après qui avait vendu sa société, qui avait laissé bien sûr les murs exactement en propriété. Et donc, je vois qu'il y a pas mal de gens qui commencent à se bousculer au portillon et je fais une rapide négo sur l'instant. Donc, je visite en 15 minutes. Je lui demande les chiffres. Je vérifierai bien sûr ça après coup, mais
il faut se décider rapidement sur des affaires comme ça. Je négocie, je lui fais une offre directement, orale. Il me dit, je vais en discuter avec ma femme. J'ai dit, ok, pas de problème, rappelez-moi parce que je suis sur quelque chose d'autre en parallèle. Bien sûr, c'était faux. Et donc, résultat, je lui dis, tenez-moi au courant dans la journée, c'est vraiment important parce que je ne veux pas faire 2 offres simultanées. Ok, d'accord. Je rentre dans ma voiture et là, j'appelle ma banque. Et je lui dis… Donc la banque, c'est ta femme, ça, en fait? Non, c'est ma vraie banque. Voilà, j'appelle ma conseillère et je lui dis bon, écoute, désolé de te dire ça, mais là, j'ai vu un projet, je te le dis direct, c'est 1 600 000 €. Mais par contre, la rentabilité est vraiment très bonne. Le risque est diversifié parce qu'il s'agit de 6 locataires différents dans l'immeuble. C'est un immeuble 100% commercial, donc peut-être plus facile à apporter au niveau financement pour toi. Et pleine propriété aussi. Et pleine propriété, bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses? Et là, elle me dit, ça devait être un bon jour, elle me dit, à voir, donne-moi les chiffres, signe le compromis et vas-y, go. Et là, quand quelqu'un te dit, signe le compromis, généralement, elle ne veut pas te faire perdre de temps, donc tu sais que ça peut passer. Parce que tu avais instauré une bonne relation avec la banquière, donc elle n'a pas une réponse, on va dire, comme la plupart des gens quand elle rentre en relation avec quelqu'un. Bien sûr. C'était une relation de confiance, elle savait, tu lui avais donné, j'imagine, l'emplacement. Exact. J'imagine que la banquière, elle connaissait ce marché-là, tu as dû lui expliquer où c'était. Ah oui, totalement. Et donc, du coup, elle t'a dit, signe le compromis, c'est presque un engagement moral qu'elle a avec toi. Exactement, c'est ça. Et donc, malgré tout, je l'ai fait venir une semaine après, visiter entièrement avant la signature du compromis. Je lui ai dit, tu veux voir ce que tu finances? Viens, je t'invite à visiter et après on ira au restaurant partager un déjeuner. Et donc, je l'ai fait venir, je lui ai fait rencontrer les locataires directement. Elle a bien sûr étudié avec son œil d'analyste, on va dire, les sociétés qui étaient dedans. Elle a regardé bien sûr sur société.com pour établir vraiment quelque chose. L'ancienneté aussi des locataires, ça c'est important. Les baux, est-ce qu'ils sont bien rédigés? Il y avait quasiment que des baux notariés dedans, donc des baux de qualité avec une certaine sécurité. Des cautions personnelles sur chaque preneur. Ouais, exactement, c'est ça. Et donc ça c'est top. Et donc résultat, elle me finance. Donc là, génial. Je me dis, bon, c'est parti, quoi, on continue. 1,6 million, c'est un beau morceau. 1,6 million, et donc, en rendement d'à peu près à combien? Alors là, on est aux alentours de 10%. Voilà. C'est une super opération, sachant que c'était il y a un petit moment, c'était il y a combien de temps? C'était exactement l'année dernière, au mois d'avril. Ouais. J'étais à 1,65 au niveau du crédit. Ça fait rêver maintenant. 1,65 en taux de crédit. Ça, de toute façon, c'est une chose pareil, je négocie jamais les taux d'intérêt. C'est en société, en SCI à l'IS en l'occurrence. C'est déductible du bénéfice. Tant que l'opération est rentable sur le papier, avec les mensualités versus les loyers qui rentrent en face et les charges, à quoi bon aller essayer de traquer la banque à côté pour qu'elle me fasse 0,05 points? C'est une perte de temps totale. Et plus vite je vais embrayer, plus vite j'aurai des loyers et les loyers couvriront en fait la petite perte que j'aurais pu avoir ou gagner. Donc, et puis surtout le fait de pouvoir faire le projet. Ouais. Ah oui, exactement. Et pareil, la négo, c'était 1,6 million. J'ai réussi à négocier 1 560 40 000 € qui m'a payé une petite partie des frais de notaire. Des fois, les actifs sont bien pricés, c'est-à-dire que le bien il est au bon prix. Exactement. Moi, je le voyais parce que je connaissais le marché, donc je le voyais plus cher. Tu l'as senti parce que, tu connaissais le marché. Ouais. 2, le propriétaire, il t'a dit qu'il avait reçu 2-3 appels de personnes. Oui, bien sûr. Donc, si en l'espace d'1 heure ou 2 heures, il y a déjà 3-4 appels, c'est que le prix il est bon. Exactement. Il n'est pas loin de la vérité. Et là, pareil, bien sûr, avoir une banque qui vous suit et en qui vous avez confiance et elle a confiance en vous, et avoir aussi un notaire de confiance qui soit hyper réactif pour faire signer le compromis le plus tôt possible. Et directement, dès que vous avez fini de négocier entre guillemets avec le vendeur, le mettre directement à l'aise en lui donnant les coordonnées de votre notaire, en prenant les coordonnées de son notaire pour éviter qu'il y ait quelqu'un derrière qui surenchérisse derrière vous et qui mette 50 000 € de plus. Quand il y a un engagement moral, on va dire, c'est bien. Mais quand ça avance plus vite, et là, résultat, je crois que, 10-12 jours après, on était déjà en signature. Moi, c'est ce que je dis souvent,
il faut savoir rythmer une opération. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place les petits important. projets. Souvent, il faut mettre le notaire dans son offre. Comme ça, le notaire est déjà désigné. Exact. Et du coup, il faut récupérer les coordonnées du notaire le plus vite possible, vendeur, et après, effectivement, enclencher. La réactivité, c'est hyper important. C'est clair, au niveau du notaire, au niveau de la banque, au niveau de tout, il faut être hyper réactif. Et c'est clair que les affaires n'attendent pas. Ben là, si tu l'as réussi à l'acheter, c'est parce que tu as été réactif, ah oui, que tu étais à côté, que tu as fait de la veille sur le bon coin, et que tu as vu que c'était une bonne opération. Et en 1 heure, tu l'as appelé, tu as visité assez vite. Totalement, c'est clair. Donc ça, c'est grosse opération. Oui. Et là, si on regarde à peu près dans l'espace de combien de temps, tu as acheté à peu près combien de commercial au sens large? Alors, si on parle juste du commercial et on parle en lot, on va dire en lot, on est à 12 locaux commerciaux. Bravo. 12 locaux commerciaux, que ce soit du bureau, du commerce pied d'immeuble. Rappelle-moi, tu as commencé quand? J'ai commencé début d'année dernière. Donc en fait, tu as été hyper rapide. Ouais, très rapide. Malgré tout ce qui se passe, il y a plein de gens qui se trouvent des excuses en ce moment. Oui, il y a toujours des excuses. Et toi, en fait, tu as réussi à faire des super opérations. Ouais. Avec les taux qui montaient aussi. Exact. Tu as continué à acheter. En fait, c'est vrai qu'on achète à tous les cycles. Toi, tu te dis, en fait, même dans un cycle, on va dire, un peu plus compliqué, tu arrives à bien acheter. Bien sûr. Donc, bravo à toi. Et est-ce que tu peux me dire quelle est ta plus belle opération? En commercial? Peu importe. Si on regarde le montant, c'est l'immeuble commercial avec les silos, bien sûr, parce que c'est le montant inespéré pour moi. Maintenant, je sens que c'est possible et j'aimerais aller sur des opérations encore plus grosses. J'aime bien diluer le risque, éviter de mettre tous les œufs dans le même panier. C'est pour ça que je préfère acheter beaucoup de lots, aussi bien au niveau des appartements résidentiels. Je préfère acheter beaucoup de lots et diversifier le risque vraiment. Petite surface du coup? Oui, voilà, exactement. Là, on est sur des surfaces, surface commerciale, on est en moyenne sur des surfaces de 80-100 mètres carrés. Donc c'est plutôt pour la Côte région. d'Azur. Donc pour la région Voilà, Côte d'Azur, c'est bien parce que c'est vrai que la demande locative pour la Côte d'Azur, c'est au-dessus de 350-400 mètres carrés, ça commence à devenir plus compliqué. Exactement. Parce qu'il y a de moins grosses entreprises qu'à Paris, qu'à Lyon, etc. Exact. Donc tu t'es adapté à ton marché. Oui, et donc, du coup, tu as une tension locative qui est meilleure sur ces surfaces-là. Exactement. Et donc là, mon nouvel objectif, bien sûr, c'est toujours l'immobilier commercial, même si j'ai acheté encore du résidentiel avec une ancienne gendarmerie il y a à peine 2 semaines, avec 5 appartements à l'intérieur. À l'inverse, au lieu de prendre un local commercial vide ou occupé, je vais d'abord chercher un locataire, donc une société qui a les reins solides, dont la politique n'est pas d'acheter des murs, mais d'avoir des beaux locaux rénovés, mais qui n'a pas forcément la volonté en fait de mettre de l'argent dans les travaux, ni de mettre de l'argent dans des murs. Ni l'équipe pour chercher, j'imagine. Ah, ni l'équipe pour chercher, bien sûr. Donc c'est un choix, hein. Il y a beaucoup de sociétés comme ça. Et résultat, donc une connaissance qui était directrice d'une agence de cette fameuse enseigne à Cannes, qui était mal logée dans un local commercial qu'ils avaient depuis 10 ans maintenant. Le propriétaire actuel, donc il y avait une fuite au niveau de la copropriété, il y avait les toilettes qui descendaient dans le local. Gestion lointaine. Exactement, c'est ça. Exactement. Il gérait de loin. Il gérait de loin, mais très mal. Et résultat, elle a posé son préavis de 6 mois. Et donc, elle m'a dit, Aurélien, je sais que tu investis dans l'immobilier. Si tu peux me trouver un local commercial, la société pour laquelle je travaille sera prête à te le louer. Et là, j'ai dit, ok, c'est cool. Quel est ton loyer? Et là, elle me dit, je paye 3 000 euros de loyer. Je dis une bêtise, 3 000 euros de loyer et je veux telle surface dans tel secteur. Donc, elle me donne tous ces critères. Cahier des charges très précis. Exactement. Et ça, c'est super parce que tu sais où chercher. Tu ne vas pas passer ton temps à lui faire visiter des choses. Donc, résultat, 6 mois après maintes visites, je trouve le local parfait. Je lui fais visiter, banco, elle adhère. Elle me dit, il faut que je fasse valider par mon directeur régional. Le directeur régional, 1 semaine après, arrive, il visite, il me dit « Ok, banco ». Je donne mes conditions, bien sûr. Le prix d'achat était rêvé pour moi. C'est vraiment quelque chose pareil que j'ai trouvé sur Le Bon Coin. L'annonce publiée à 9 h, visitée à 10 h, 5 personnes qui visitent pratiquement dans l'heure avec moi. J'arrive à trouver les arguments pour convaincre le vendeur, c'est-à-dire comme c'était un petit montant, on était sur 114 000 euros de prix d'achat. Je lui dis, je ne pose pas de conditions, pas de clause suspensive,
j'achète au prix. Et donc les autres qui étaient un peu plus frileux, qui n'avaient pas le même projet que moi. C'était un local vide, rappelle-le. Oui, exactement. Ta force, c'est que tu arrives avec un locataire, mais personne ne le savait. Exactement, c'est ça. Et on sait, à l'inverse que dans le résidentiel, l'immobilier commercial, tu l'achètes moins cher quand tu achètes vide. Exactement. Parce que les gens, quand ils font l'immobilier commercial, ils cherchent surtout un rendement. Exact. Sauf que tant que tu n'as pas loué, tu ne sais pas quel va être ton rendement. Exactement. Je fais ma petite étude de marché quand même pour ne pas me baser seulement en fait sur le loyer. Très bon réflexe. Voilà, exactement, parce que c'est très bien de louer à 18% de rentabilité à ton locataire que tu as déjà. Mais si le locataire dans un an s'en va et que résultat tu divises le loyer par 2 et que tu peux même pas couvrir ta mensualité, tu as fait une fausse bonne affaire. Tu as fait une affaire pendant un an et une bonne affaire temporaire. On parle de l'immobilier commercial ou de l'immobilier dans le sens général sur du moyen long terme et pas du court terme. Donc automatiquement, il faut vraiment prendre le maximum de garanties. Donc je fais ma petite étude de marché et je m'aperçois vraiment avec les dernières transactions dans la rue et j'ai été toqué directement chez les autres commerces de la rue pour savoir exactement, même locataire ou propriétaire, combien de loyers ou de mensualités ils payaient. Et je me suis rendu compte que j'étais, on va dire, dans la moyenne. Et résultat, j'arrive à 17% de rentabilité sur ce projet-là. Je fais les travaux moi-même. Je les finance moi-même directement via un crédit. Par contre, je fais payer le loyer dès le lancement des travaux par l'enseigne nationale. Et donc, résultat, ce projet a abouti en février de cette année. Ils sont dedans depuis le mois de février. Super content. Le directeur régional passe là-bas et me dit « Mais Aurélien, c'est du super boulot que vous avez fait. Bah, maintenant, il va falloir faire la même chose pour Nice, Menton, Vienne, Marseille. Et après, on verra. Puisqu'il est responsable. Tu vas te constituer une petite foncière en fait, exactement, avec ce locataire-là. c'est ça. Et donc là, demain, je signe le compromis pour le local de Nice. Bravo. En fait, là, tu as réussi à trouver une niche, c'est-à-dire acheter du vide. Exactement. Tu arrives à mieux négocier exact. En arrivant avec le locataire et tu fais des rendements incroyables. Moi, personnellement, toutes les personnes que j'accompagne font partie de celles et ceux qui font les meilleurs rendements. En plus, sur la Côte d'Azur, c'est vrai. qui est une zone plus tendue, c'est vrai. où les rendements sont mécaniquement et naturellement un peu plus faibles. Faire 17%, on n'en parle pas, mais ce local-là, si tu devais le revendre demain, alors je n'ai pas l'emplacement exact, mais tu donnerais quoi comme rendement je sais pas, 8-10, quelque chose comme ça? Peut-être même un peu moins. Aujourd'hui, si tu devrais le revendre sur la base du loyer, un investisseur. Ouais, je mettrais du peut-être même du 6-7, je mettrais du 6-7, je pense. Donc que ça veut dire qu'en fait, effectivement, une grosse plus-value. Tu as effectivement un rendement énorme, 7%, donc tu dois avoir un beau cash flow. Ah oui, j'ai 1000 € de cash flow par mois pour un loyer à 1800 €. Voilà, c'est énorme. Ouais. Et tu ferais une plus-value de x2 en fait. Exactement, c'est ça. 115 000 € à peu près, exact. Ce que tu me dis. Ouais. Et donc en fait, tu ferais quasiment plus de 100 000 € de plus-value. Exactement. Et ça, c'est rassurant de se dire que tu as un rendement tous les mois, du cash flow. Et si ça se passe mal un jour, si tu as des enfants, si tu as un accident, quelque chose, tu es entrepreneur, tu as une entreprise qui va mal ou tu dois récupérer, réinjecter de l'argent parce que tu sais que tu as un moment difficile à passer dans ta boîte, tu peux le revendre facilement, c'est liquide, tu as un locataire, tu as une grosse plus-value. Très rassurant. Et là, tu as en plus remboursé du crédit depuis que tu l'as acheté. Donc, tu as un effet de trésorerie qui est énorme. Ouais, non, c'est vraiment une très bonne affaire. C'est pour ça que c'est ma nouvelle stratégie, une de mes nouvelles stratégies, on va dire, pour me développer dans l'immobilier commercial. Et bien sûr, quand tu fais un projet comme ça parle autour. Et résultat, j'ai une société d'assurance, une grosse société d'assurance nationale aussi, qui m'a demandé de chercher des locaux de 200 mètres carrés dans le secteur Cannes pour eux. Actuellement, ils payent 8 000 € de loyer. C'est surcoté d'ailleurs. Et ils aimeraient réduire le loyer à 6 000 €. Ils ne veulent pas entreprendre de travaux. Donc, c'est un nouveau projet qui, normalement, verra le jour pour le premier trimestre 2025, puisqu'ils sont engagés jusque fin 2024. C'est bravo. Et alors, c'est quoi tes prochains objectifs? Si tu peux inspirer des gens, là, celles et ceux qui nous écoutent, quels seraient tes prochains objectifs et pourquoi finalement, déjà, les objectifs, on va dire, d'un point de vue financier, mais même personnel, pourquoi tu fais tout ça, pourquoi tu développes autant ton patrimoine, c'est quoi tes objectifs à 5-10 ans? Alors, profiter de ma famille, de mes enfants, j'ai 3 enfants, profiter bien sûr de ma femme, on entreprend tout ensemble, on est entrepreneur, donc on ne prendra pas notre retraite précocement, mais du moins on se donnera une qualité de vie, on adore le sport, donc faire plus de sport, profiter de nos enfants, voyager
Ça, c'est vraiment le top. Voyager, on adore. Et pouvoir, pouvoir offrir, en fait, pouvoir m'offrir et offrir aux gens que j'aime, en fait, pourquoi pas des voyages, des restaurants, des choses qui... La belle vie, quoi, on va dire, une vie bien profiter d'avoir la liberté d'entreprendre, la liberté de temps. Exactement. La liberté financière, je pense que tout le monde court derrière ça aussi. Exact. Et la liberté de profiter de ta famille aussi. Ouais, ça, c'est super de pouvoir aussi faire ça en famille. Tu fais ça avec ta femme. Génial. Peut-être demain, tu feras ça avec tes enfants aussi, que tu auras intéressé à tous les projets que tu mènes. Exact. Et c'est un beau life motive, c'est une belle motivation. Oui, je pense que vraiment la priorité, c'est le temps. Parce que le temps, si on a du temps, on peut faire de l'argent. Si on a du temps, on peut se donner au moins une bonne santé, puisqu'on a le temps de faire du sport, on a une santé mentale, une santé physique. Le temps, c'est primordial. Et c'est vrai que l'immobilier, c'est parfait pour avoir du temps. Mais ça demande beaucoup d'efforts au démarrage. Et mes objectifs, bien sûr, c'est continuer à avancer quoi qu'il arrive, peu importe les taux, le marché, essayer d'investir intelligemment, trouver des niches rentables et lever de la dette au maximum, puisque bien sûr, le pilier de l'enrichissement avec l'immobilier, c'est de la levée de dette et ça, c'est primordial. Quelqu'un qui a du cash demain, je ne lui conseille pas forcément l'immobilier. Bon, après, je sais, c'est mon avis personnel, hein, mais si par contre on a un peu de cash, on arrive à lever, si on a 100 000 euros, on peut arriver largement à lever 400, 500, 600 000 euros à côté. Et c'est ce qui va faire l'enrichissement en fait avec le temps. Le temps joue pour nous en fait. Mais c'est ça. Surtout que par exemple, si on reprend ton projet hyper rentable, à mettre en place, ça t'a pris combien de temps entre la recherche, la négo avec le locataire? Finalement, c'est quoi, 4 mois de ta vie, 3-4 mois de ta vie? En fait, réellement, j'ai placé des annonces alertes sur Le Bon Coin avec les critères que je voulais. Il n'y avait rien qui sortait, donc je ne visitais pas. J'ai visité, grosso modo, 3 locaux commerciaux en 2 semaines. Et c'est le 3e, bien sûr, que j'ai pris. Et entre le compromis, les travaux, la rédaction du bail avec un avocat pour bien se ficeler ça, oui, 4 mois. 4 mois. En plus, tu n'étais pas à temps plein. Donc si on regarde vraiment en jours travaillés, en heures travaillées, c'est ridicule par rapport à ce que ça va t'apporter en cash flow, en sécurité aussi d'esprit, parce que tu sais que tu as toujours ça dans un coin de ta tête. Tu n'en as pas qu'un, tu en as plusieurs. Bien sûr, bien sûr. Ça te donnera aussi de la crédibilité vis-à-vis d'une banque, parce que plus tu grossis, plus la banque va te prêter. Et exact. Ça, c'est les gens, finalement, c'est pas forcément intuitif, mais quand tu as fait 1, 2 biens, 3 biens, le 4e, entre le 3 et 5e, c'est généralement difficile parce que tu passes un cap, mais dès que tu as passé 5, 6 locaux, tu commences à avoir une certaine envergure, les banques t'apportent une certaine crédibilité. Exact. Et après, plus tu grossis, plus les gens disent, bon, en fait, il a un patrimoine, il a réussi à gérer. Et ta valeur de patrimoine augmente, ta valeur nette de patrimoine augmente. C'est-à-dire que ton patrimoine, lui, généralement, a tendance à augmenter en prix. Tu as tes cash flows qui tombent et la valeur de la dette, elle baisse. Donc les banques regardent plus ce que tu as en cash, regardent aussi la valeur de ton patrimoine net. Exact. Et pour revenir, en fait, c'est très peu de temps pour beaucoup d'argent, beaucoup de leviers, beaucoup de financiers. Et donc, c'est ça l'objectif. Ah oui, totalement. Je vois bien un peu l'objectif. En tout cas, merci beaucoup. Merci interview hyper intéressant, profil hyper intéressant. J'espère qu'on pourra refaire l'interview dans 2, 3, 4 ans et que tu nous exploses encore avec des chiffres encore plus incroyables. Aussi. Je vous le souhaite à tous. On voit que quand tu démarres une aventure, une stratégie, tu le fais hyper bien et tu te mets focus à fond dessus, ça marche hyper bien. C'est important. Moi, ce que je retiendrai de notre échange, c'est effectivement anticipation. Exact. Tu as vraiment la fibre entrepreneuriale parce que tu sais anticiper, tu sais analyser un marché. Finalement, tu t'es formé à l'immobilier résidentiel, tu as réussi là-dedans. Tu t'es formé à l'immobilier commercial, tu as réussi là-dedans. Tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, mais tu étais salarié, donc tu as commencé à tester, j'imagine, des idées. Et une fois que tu as vu que ça a commencé à marcher, tu as tout mis. Exactement. Parce que tu savais que tu étais sur un bon créneau. Oui. Et on voit que c'est aussi la clé de tes réussites. Ouais. Et bravo de faire ça en famille. Ouais. Franchement, je suis admiratif, c'est top. J'ai une grande chance, c'est qu'on peut se reposer. En fait, quand on est 2, c'est vrai que je pense que c'est 1 plus 1 font pas 2, font 3 en fait. Ouais. Et ça, c'est vraiment important. Et si en plus on a la chance d'avoir des enfants, c'est encore de l'essence dans le moteur qui permet d'aller qui permet d'aller plus loin. Toi, j'imagine que ton fils te permet aussi d'avancer tous les jours que Dieu fait. Donc c'est vrai que c'est important la famille, c'est un socle. Moi, c'est ma plus grande force. Ouais, voilà, exactement. C'est ma plus grande force quand on se pose des fois des questions, pourquoi on fait tout ça. On se retourne, on regarde, on sait. Exactement, c'est ça. Exactement. C'est une vraie valeur.
Bon, encore grand merci. J'espère que cette interview t'aura intéressé, qui t'aura inspiré. Je te retrouve très bientôt sur une toute nouvelle vidéo avec une nouvelle thématique. D'ici là, je te laisse mettre un commentaire sur la vidéo. Tu peux nous parler un petit peu de ton expérience, de si toi aussi tu es dans l'entrepreneuriat, si tu fais l'immobilier commercial. Je te laisse t'inscrire aussi à la chaîne YouTube si tu es inspiré par cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Bye. Salut.